Parce que s'échapper face à quelqu'un qui a un couteau, c'est quand même une des premières priorités. La priorité, c'est rester vivant. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a rien. Je reste vivant. Le mec, il veut m'agresser, je reste vivant. Si j'ai pas le choix, je me bats. Tant que je peux courir, je cours. Mais on verra que la fuite, c'est un peu un rêve quelque part aussi, parce que il y a peu de chances que tu puisses fuir. Un seul type de fuite. Il y a plusieurs types de fuite. Il y a plusieurs scénarios, c'est pareil. Est-ce que tu peux fuir si tu es avec ta femme et tes enfants? Non. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Mais des fois, tu peux même pas fuir, tu es dans un coin. Alors, qu'est-ce qui te reste? Le combat? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne TechSurf. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Emric, un bon ami à moi, qui est donc le fondateur de Tremax Survival Street System, donc qui est un concept de survie urbaine, si je me trompe pas. Non, c'est ça, on peut dire ça. Et donc aujourd'hui, pour faire très bref, on va faire une petite série de questions-réponses au sujet des agressions, de comment gérer une agression au couteau, vu qu'elle se multiplie de plus en plus. On a trouvé bon de faire cette interview. Donc la première question que j'aurais aimé te poser, Emric, c'est quel style de couteau et plus particulièrement quel couteau te paraît être le plus efficace au combat, bien sûr sans parler de législation? La réponse, elle est simple. Ça dépend de tes critères. Est-ce que c'est t'as besoin d'un couteau pour aller sur un champ de bataille? Tu veux un couteau pour un port au quotidien? En ayant une idée, peut-être ça va te servir en situation de self-défense. Pour un port quotidien, moi ce que j'aime bien, moi personnellement, c'est une lame simple, avec un design simple. Pour moi, plus c'est simple, plus c'est fonctionnel, plus je peux faire de choses. Plus c'est simple, plus c'est polyvalent, plus c'est facile à utiliser. Plus tu as une lame complexe, plus c'est difficile à utiliser. Je vais donner l'exemple, parce que c'est à la mode en plus, du kérambit. La lame, elle est complexe, elle est courbe. Ok. Si tu sais mal utiliser un kérambit, tu vas te couper toi-même. Un kérambit, c'est un fusil à pompe. Certes, tu peux faire des gros dégâts, mais alors tu vas rien maîtriser du tout à ce que tu vas faire. C'est-à-dire qu'en situation vraiment d'urgence, où tu as besoin de sortir un couteau, parce que tu as plusieurs assaillants, tu as plusieurs personnes qui en veulent à ta vie, etc. Ça dégénère. Si tu as un kérambit, tu vas faire une boucherie. Tu aurais un couteau simple, tu peux contrôler un petit peu ce que tu fais. Tu n'es pas obligé de partir en boucherie, quoi. Tu peux temporiser un peu. Tu peux temporiser, exactement. Avec un couteau simple, c'est polyvalent. Tu peux blesser les adversaires. Tu vas les blesser pour leur faire comprendre qu'ils lâchent l'affaire. Au cas où tu peux vraiment arriver à des fins extrêmes. Avec un kérambit, qu'est-ce que tu veux contrôler? C'est impossible. C'est un bensin en fait. Voilà, donc c'est pour ça que le kérambit, pour moi, c'est à bannir. C'est à bannir. En fait, si j'ai bien compris, toi tu compares le kérambit à un fusil à pompe, dans le sens où avec le fusil à pompe, tu vas tirer sur la personne, c'est pas ciblé. Voilà. Tu vas faire une boucherie, tu fais des trous peux pas tout lui de suite. tirer dans la jambe voilà. Et qu'il arrête de courir. En fait, tu vas lui tirer dans la jambe, tu veux l'exploser la moitié du bas-ventre. T'as tout compris. D'accord, ok. Imagine, tu as un Glock, là, tu peux cibler, lame simple, facile à utiliser. Lame complexe, difficile à utiliser. Après, ça dépend de la maîtrise de ta pratique, de ton niveau. Il y a des formes de couteaux avec des designs complètement bizarres et tout. Ça à proscrire, ça sert à rien, ça marchera pas. Ça, pour moi, le premier point, c'est le design de la lame en premier. Un exemple, si on est vraiment en situation dégradée, on va dire un effondrement, pour moi, le meilleur couteau, un kukri. Ouais, les grosses machettes, là, un peu. Un kukri, c'est le top. Ça fait ses preuves, parce qu'il y a aussi, c'est une histoire de preuves. Est-ce que le couteau, il a fait ses preuves? Le kukri, il a fait ses preuves. Le kukri, c'est des machettes, non? C'est une machette originaire du Népal qui est courbe comme ça. D'accord, ok. D'accord. Donc en fait, c'est un excellent couteau pour le bushcraft et c'est une lame de combat qui est terrible. Les Gourkhas, qui sont une force spéciale népalaise, ont cette arme. Donc c'est pas pour rien. Donc il faut faire un petit peu des recherches pour comprendre ça. Après, si on parle de couteau de combat, situation de combat de guerre, pour moi, le meilleur, le Bowie, les lames Bowie. Pareil, ça fait ses preuves. Il faut une grosse lame. On va pas aller sur un champ de bataille avec un canif, avec un folder, un truc qui se plie. Il faut un fixe. Pour moi, la forme du Bowie, c'est parfait. Mais ça, c'est personnel encore une fois. C'est ce que j'aime moi. Chacun aura des avis différents. Aller sur un champ de bataille avec un kérambit, ça sert à rien du tout. À rien du tout. Tout dépend de la situation. Tout dépend de ce que tu as besoin. Le kérambit, c'est une arme d'assassin. Voilà, ça se dissimule facilement, ça fait des gros dégâts, c'est vraiment fait pour le corps à corps, c'est pas un problème. J'adore le kérambit. Chaque couteau a une fonction, chaque design a une fonction. Faut pas tout mélanger. Le problème du couteau, du monde du couteau, c'est un monde de mythes. C'est un monde où les gens ils rêvent. Les gens ils connaissent pas. Ils regardent la télé, ils sont influencés à droite, à gauche. C'est bien. La réalité c'est autre chose. On a une arme, il faut savoir s'en servir,
savoir à quoi elle sert. Le premier truc, c'est son design. Donc, en Ensuite, je te coupe. Hein. vas-y. Non, mais c'est Ensuite, moi personnellement, pour un port quotidien urbain, moi j'aime les couteaux, lame simple, design simple, léger, pas avoir une enclume dans la poche. Voilà, ça c'est couleur sobre. Là, on part du principe qu'on est en situation dégradée. Quand tu dis port urbain et tout, on part du principe que c'est une situation dégradée. Là, on parle pas de législation. Là, D'accord. juste que ça soit bien clair pour les gens qui Moi, regardent. pour que ça soit bien clair, Ouais. dès que tu es dans la rue, t'es pas en situation normale. Voilà, ça c'est faut arrêter. Dans la rue, tu contrôles rien du tout. Tu sais pas ce qui va se passer. Impossible à prévoir. Je vais pas dire que dès que tu es dans la rue, tu es en situation dégradée, j'ai pas dit ça. Ouais. Mais dès que tu es dans la rue, tu es à l'extérieur, t'es pas chez toi. Non, mais c'est juste pour bien que les gens ils comprennent. Oui. Que là, on parle pas de législation en fait. Non, la législation, oui, c'est bien la législation. Tu vas te retrouver tout seul à un moment donné. Si ça part en cacahuète, t'es tout seul. Le temps que t'appelles la police, t'es tout seul. Par contre, l'agresseur, il est en face de toi, lui. Pour revenir à la question, toi, ton choix de design. Le manche, très très important, le manche. Mm. Faut que ça soit ergonomique, il faut pas que le couteau, il te glisse des mains. Souvent, les couteliers font des bons couteaux, mais le manche, il est mal étudié. Faut qu'il y ait une ergonomie, il faut pas que le couteau, il rip. Surtout en combat, si tu perds le couteau, c'est fini l'histoire. Donc ça, c'est très important en fait, le grip. Le grip, il doit être polyvalent. Le couteau, je dois être à l'aise en front grip, en reverse grip. Ça, c'est très très important, pour moi. Pour recentrer vraiment le truc, toi, tu préfères partir déjà de base sur un fixe ou un folder? D'accord, alors là, ça aussi, ça dépend de la situation. Mm. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça dépend de ce que je vais faire, où je vais aller. Les folders, il y a avantage, inconvénient. Le port, il est plus discret. Le problème, c'est l'ouverture du couteau. En situation où ça va vite dégénérer, il faut que je puisse ouvrir le couteau très vite. Ça, c'est très très important. Il existe plusieurs systèmes. Le wave, le cran d'arrêt, le flipper, tout ça, c'est des bons systèmes. Il y a pas... Le truc, c'est quoi le plus pertinent pour moi? Est-ce que je sais dégainer vite un wave? Mon couteau, j'arrive vite à l'ouvrir? Oui ou non? Ça, c'est la question. Et la plupart du temps, les gens, il y a une grosse illusion là-dessus. Tout à l'heure, je te montrerai si tu veux qu'un wave, tu le sortiras pas. Vous reste tranquille. Le problème du wave va toujours s'ouvrir vers le bas. Regarde. Il est toujours vers le bas. Donc il faut que tu remontes. Ouais. Ne pense pas à sortir. Tous les systèmes d'ouverture sont bons. La priorité, c'est s'entraîner avec le système d'ouverture. Il faut que je m'entraîne à dégainer vite. Quand ça part vite. Si je suis lent à déployer mon couteau, je suis mort. Les gens, ils s'entraînent pas. Ils n'ont pas de méthode pour s'entraîner. Ils achètent des choses. Non, faut arrêter ça. Faut s'entraîner. Est-ce que tu as d'autres critères pour le choix du couteau? Ouais, le critère, le prix aussi. Mais ce que je t'ai dit avant, pour moi, ça, c'est beaucoup plus important que le prix. Il y a des marques là qui apparaissent avec des prix qui sont vraiment bas, on va dire, et avec une qualité vraiment super. Donc, il ne faut pas se fier aux marques, entre guillemets. Il faut essayer les couteaux, trouver ce qui nous convient. Toujours la même chose. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'en France, on a beaucoup de couteliers qui sont vraiment bons. Que ce soit en France, à l'étranger, des jeunes créateurs. Donc, je dirais consommer français, ça c'est bien. De faire venir des couteaux du bout du monde qui vont polluer entre guillemets derrière. Non, consommer français, il y a des bons couteliers, il y a des bons artisans, il y a des bonnes marques françaises. Juste une question dans la question. Est-ce que tu penses que c'est bien de changer de couteau régulièrement? Ou vraiment de garder le même tout le temps? Personnellement, j'ai 3-4 modèles et moi je dis il faut changer de modèle. Ah ouais? Oui, parce qu'il ne faut pas s'habituer à un seul type de couteau. D'accord, ok. Moi j'aurais dit l'inverse. Non. Moi j'aurais dit il faut garder toujours le même pour le jour où tu en as besoin, va vraiment être vraiment efficace avec. Mais en fait, c'est encore une fois, c'est un point de vue. Ouais. Moi personnellement, j'aime bien travailler différents modèles parce que je veux m'habituer à tout type de modèle. Parce qu'encore une fois, les gens ils pensent que l'arme c'est le couteau. Non, l'arme c'est toi. C'est toi qui deviens une arme. Peu importe ce que j'ai. Ça, c'est une arme. Il faut que je savoir tout manipuler. Manipuler les lames complexes, les lames simples, savoir utiliser l'environnement. Donc là, j'ai l'impression que tu as un peu tourné autour du pot quand même. Est-ce que ça fait des années que tu pratiques quand même? Oui, Même t'es pas un 20 débutant. ans. T'es pas un débutant. 20 ans, 40 ans d'arts martiaux, 20 ans de couteau. Voilà, depuis toutes ces années, je pense que tu as quand même quelque chose, tu as privilégié quelque chose quand même dans... On va pas dire j'ai fait le tour de la question. Je sais maintenant c'est quoi mes critères. Maintenant, j'ai essayé plusieurs modèles, plusieurs couteaux. À chaque fois, il y a des points forts, des points faibles, toutes les marques, c'est normal. Moi, j'ai ma vision aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que bientôt, tu vas en entendre parler. Je pense avoir trouvé quelque chose qui est assez pertinent. Ouais. D'accord. Un couteau bien particulier qui peut apporter pas mal de réponses, justement. Ouais. Avec un coutelier français? Ah, ça y est, il tu veux cherche. pas spoiler. Ça, tu veux savoir, quoi. Moi, je Bon. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut faire travailler les Français. D'accord, ok. Ouais. Ça marche. Tu sais à peu près dans combien de temps? T'as une idée Si ou pas tout du se passe bien, peut-être le projet, on va dire juillet-août. D'accord, donc 2020. J'espère avant. Ouais. 2020. Ah oui. D'accord, ok. Ça marche. Attention, hein, ça va être quelque chose de particulier. D'accord. Pas ça pour marche. tout le monde, pour des situations spécifiques encore une fois.
D'accord, ok, bah j'ai hâte de voir ça. Donc petit changement de décor, t'as voulu nous emmener là pour nous montrer 2-3 trucs au couteau, je t'en remercie. La deuxième question que je voulais te poser en fait, c'est qu'est-ce que tu vas conseiller, entre guillemets, aux survivalistes, on peut appeler ça aussi les citoyens prévoyants, ou toute personne qui va être désireuse d'être un minimum opérationnel dans son quotidien, face aux attaques au couteau. Là on parle en termes de préparation. Ben, pour te répondre, déjà, pour moi, soit on est opérationnel, soit on l'est pas. Ça n'existe pas entre deux. Donc la préparation, elle va s'axer sur 3 axes principaux. Le premier, c'est une préparation mentale. Pour moi, c'est le plus important. Préparation mentale, une préparation physique et une préparation technique en relation avec ces problèmes-là. Donc 3 axes de travail pour arriver à un bon résultat. Au niveau de la préparation mentale, si on ne gère pas nos propres émotions, dont le stress, ça peut devenir vite catastrophique. Mais ces émotions aussi d'empathie, il peut y avoir plein de types d'émotions. Contrôler sa respiration en premier. Les gens, peuvent être des très bons sportifs, mais sous stress, sous plein de conditions différentes, ils vont mal contrôler leur respiration. On est une machine. Si la machine, elle fonctionne pas, c'est parce qu'elle respire pas. Donc, contrôler la respiration. Ça veut dire aussi savoir travailler en apnée aussi. Ça peut être un paradoxe, mais c'est ça. On ne sait pas vraiment comment on va réagir. Plus important aussi, c'est la peur. Phénomène de peur. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui t'agresse au couteau. Mais tout le monde va avoir la plus grosse peur de sa vie. La peur, ça doit devenir un allié. C'est le prédateur qui va rencontrer plus fou que lui. Affronter un prédateur comprend la mentalité d'un prédateur. Le danger, c'est de pas soi devenir un prédateur. C'est pas comme ça, c'est pas... Même les paroles comme ça, elles peuvent mal être interprétées parce que je suis pas forcément très clair dans ce que je dis aussi, parce que c'est un domaine qui est complexe. Il faut vraiment s'attarder, travailler. Je te parle de la préparation physique. Évidemment que c'est important. Parce que le mental, c'est le pilote de la machine. La machine, c'est le corps. Donc en premier, évidemment, il faut avoir la forme. Il faut avoir un corps qui soit souple, détendu, il faut savoir exploser. Surtout, le plus important, c'est connaître ses limites en réalité. Donc plus tu vas t'entraîner, plus tu vas connaître tes limites, plus tu connais tes limites, plus tu pousses tes limites. C'est pour ça que la condition physique, c'est aussi un big travail. C'est quelque chose qui est sans fin aussi. Mais qu'il faut qu'il soit adapté aux situations de rue, d'agression. Suivant le type de personne aussi. On ne peut pas demander à une personne lambda de devenir un sportif de haut niveau. D'accord ? Mais on peut très bien entraîner quelqu'un à savoir par exemple courir en arrière. Parce que face à quelqu'un qui va te foncer dessus avec un couteau, premier réflexe, c'est de rester statique. Non, faut bouger. La peur, elle va te mettre statique, elle va t'empêcher de bouger. Apprendre à courir, oui. Apprendre à courir en arrière, c'est mieux. Il y a beaucoup cette notion de parcours aussi. Le parcours, c'est l'idéal. Mais ça, en fait, ça fait partie de la préparation physique. Préparation physique. Dont tu es en train de parler, en fait. Détachement musculaire, explosivité. Savoir courir vite, c'est bien. Savoir courir vite en arrière, c'est mieux. Parce que s'échapper face à quelqu'un qui a un couteau, c'est quand même une des premières priorités. La priorité, c'est rester vivant. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a rien. Je reste vivant. Le mec, il veut m'agresser, je reste vivant. Si j'ai pas le choix, je me bats. Tant que je peux courir, je cours. Mais on verra que la fuite, c'est un peu un rêve quelque part aussi parce que il y a peu de chances que tu puisses fuir. Les gens, tu leur dis combat au couteau, attaque au couteau, la fuite, il faut fuir. La fuite, ça se travaille. Mais il n'y a pas un seul type de fuite. Il y a plusieurs types de fuite. Il y a plusieurs scénarios, c'est pareil. Est-ce que tu peux fuir si tu es avec ta femme et tes enfants? Non. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Des fois, tu peux même pas fuir, tu es dans un coin. Alors, qu'est-ce qui te reste? L'humain, il fonctionne avec 2 types de réactions face à ça. C'est soit le combat ou soit la fuite. D'accord? C'est un réflexe. Face au danger, soit on fuit, soit on l'affronte. Maintenant, le piège, il est où? Il est dans le où. C'est pas combat ou fuite. C'est combat et fuite. Parce que si tu m'agresses, peut-être que je vais combattre. Et une fois que j'ai pris le dessus, que je t'ai blessé, je vais fuir. Ou si tu m'agresses, je vais fuir. Si je peux fuir. Si tu me rattrapes, il faut que je combatte. Donc c'est 2 trucs qui sont liés. Combat et fuite, pas combat ou fuite. C'est un domaine bien particulier, comme le mental. Et le 3e et dernier point, c'est la préparation technique. Pour moi, 3 axes encore différents. Il y a l'axe que j'appelle dojo, l'axe traditionnel qui est la base de tout système. Il faut avoir des bonnes bases. Toujours la même chose, des bonnes bases. Ensuite, il faut avoir un axe où on va expérimenter ce qu'on sait faire. On a appris dans le dojo, dans la salle. Il faut l'expérimenter sous forme de sparring. Sinon, ça sert à rien. Sinon, c'est encore de l'illusion. Ça, c'est le 2e axe. Du sparring, pas de la compétition au couteau. La compétition au couteau, ça sert à rien. Je ne peux pas entraîner quelqu'un à avoir des médailles et entraîner quelqu'un à rester vivant. C'est impossible. Mais ça n'a rien à voir. Et le 3e axe d'une bonne méthode, c'est l'axe de survie. Cet axe-là, il est très très particulier. On ne peut pas commencer à l'envisager si les 2 premiers axes, qui est le combat
traditionnel ou l'aspect traditionnel des choses et l'aspect sparring des choses. Cet axe-là, il vient en dernier. Ça, c'est ma vision des choses aujourd'hui. Si on ne travaille pas sur ces 3 modules, on n'arrive à rien. Ensuite, l'agression, elle va se dérouler, en fait, on peut dire en 3 étapes. Il y a ce qui se passe avant l'agression, juste avant l'agression, pendant l'agression et après l'agression. Avant le combat, c'est simple, il faut un peu deviner ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut être vraiment conscient de son environnement en premier. Où je suis, qui y a autour de moi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça a l'air bizarre, qu'est-ce qu'il veut lui, du questionnement, de l'analyse de l'environnement, ensuite l'analyse du comportement de la personne qui vient en face de moi. Ça, c'est ce qui se passe avant. C'est un gros module, ça se passe pas comme ça, c'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai mis en place un module qui s'appelle le Kraken, qui est fait pour ça, l'avant-combat. Kraken, c'est tentaculaire, parce que c'est un protocole, c'est un protocole qui gère justement les notions de distance et de comportement des individus. Ça, c'est la partie qui englobe, entre guillemets, la technique, la gestion des émotions, etc. Et l'après-combat, c'est qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire que je suis blessé ? Qu'est-ce que je vais faire du gars qui est blessé ? Ça aussi, ça demande réflexion. Bien sûr. D'avoir des connaissances, par exemple, en médic, c'est une priorité. Je dois savoir me protéger moi-même, en premier. Savoir protéger ma famille, en deuxième. Savoir porter assistance aussi. Donc le domaine du combat, il est large. Tellement large. Quand il y a quelqu'un qui va t'agresser au couteau, premier point, je vais rester vivant. Moi, je reste vivant. Toi, tu y restes. Si on ne travaille pas dans cette optique, on travaille nulle part. Ou c'est du mythe, de l'illusion, encore une fois. Premier point, reste vivant. Je vais rester vivant. C'est toi qui y reste, c'est pas moi. La force mentale, il faut la développer d'entrée de jeu. Alors Boris, comme tu m'as posé pas mal de questions, je vais t'en poser une aussi. Okay. Selon toi, c'est quoi les gestes de premier secours à savoir utiliser en cas d'agression au couteau ? En cas d'agression au couteau, déjà qui dit agression au couteau dit blessure avec hémorragie. Tu vas avoir des hémorragies massives en général, parce que le couteau, c'est les répercussions d'une attaque au couteau, c'est des hémorragies. Gestion des hémorragies, la base, la première chose à faire, c'est quoi ? C'est appliquer la main sur l'hémorragie de toutes ses forces pour essayer de stopper le saignement. Est-ce que ça va suffire ? Honnêtement, non. Honnêtement, non, parce qu'en général, déjà, tu as des blessures multiples au couteau. Tu vas pas en avoir qu'une seule, le mec, il va pas te mettre... Enfin, ça arrive que tu aies un coup et que le mec, il part en courant, mais en général... Toi-même tu le dis, c'est sauvage, voilà, le mec il te met plusieurs coups et voilà. Donc il faut avoir du matériel. Qui dit matériel, dit avant le matériel, savoir s'en servir. Donc la première chose en fait pour répondre globalement, c'est il faut se former. Il faut se former avec des gens fiables et professionnels. La deuxième chose, c'est avoir du matériel fiable et s'entraîner avec. Et la troisième chose, mettre en situation ce qu'on a appris régulièrement, s'entraîner régulièrement. L'entraînement. Voilà, l'entraînement. Ça, c'est pour faire bref, mais... En fait, ça demande un stage, tout ça, quoi. Voilà, ça demande un stage. C'est ce qu'on va faire. Ça demande un stage et c'est ce qu'on va faire. D'accord. C'est ce qu'on va faire. Donc toi, tu vas nous faire voir pendant le stage comment gérer une agression au couteau. Ouais. Et moi, je vais essayer de prendre le relais après. Je vais prendre le relais après sur comment gérer les blessures face au couteau. Des blessures qui découlent d'attaques au couteau. C'est une bonne idée, ça. Ok, nickel. Écoute. On est opérationnel. Ça marche. Merci d'avoir suivi cette vidéo, les amis. Merci à toi, Aymeric. C'était un grand plaisir d'être en ta présence. Merci d'avoir répondu à ces questions. Donc le stage, ça sera au mois de mars. On va faire un stage au mois de mars. C'est le deuxième qu'on a fait. Le premier, on l'a pas filmé, mais je peux vous dire qu'il y avait du monde et que ça a été utile. Là, cette fois-ci, on va essayer de filmer, non, un peu. On va filmer, ouais. On va filmer un peu ce qui se passe, ouais. Voilà. Donc on va filmer ça. On vous donne rendez-vous le 15 mars. Donc c'est au Canet. C'est au Canet. C'est juste à côté de Cannes. Ceux qui sont dans la région, voilà, les informations, elles seront dessous. Voilà, toutes les informations comme d'habitude dans la description de la vidéo. Il y aura le mail d'Aymeric parce que c'est avec lui que ça se passe pour les inscriptions. Si vous avez le moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires, vous contactez Aymeric, peu importe. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. À plus, ciao.